Au sommaire de cette édition, grève dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, une marche pacifique de protestation contre le gouvernement a été organisée par des enseignants du côté de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. À quelques jours de la présidentielle sénégalaise, les 5 candidats en liste ont regagné la capitale politique Dakar après 2 jours de campagne. Nicolas Maduro annonce à nouveau la fermeture des frontières avec la Colombie après avoir fermé celle avec le Brésil. Bienvenue dans ce First News, sur First TV Africa. Marche pacifique de protestation des enseignants du supérieur en direction donc de la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. Ils réclament la libération dans les plus brefs délais de leurs camarades. Vêtus de leur toge, ces membres de la CNEC, la coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs, sont descendus dans les ruelles de l'université Félix Houphouët-Boigny. Une marche pour protester contre la radiation et l'incarcération du secrétaire général de la coordination, Johnson Kwasi Zamina. Également contre les sanctions disciplinaires prises à l'encontre d'une dizaine d'autres enseignants. Cette marche s'est achevée par un meeting au cours duquel les enseignants ont réclamé la libération de leurs camarades arrêtés ainsi que la levée des sanctions disciplinaires. D'autres revendications liées à leurs conditions de travail ont été faites. La reconsidération des dossiers de candidature au CAMES de la session 2019 des membres et sympathisants de la CNEC, la modification dans le sens de son amélioration du décret 1976 réglementant les enseignements, les encadrements et les taux horaires dans l'enseignement supérieur et la recherche. La mise en application des accords signés par les autorités de l'université Félix Houphouët-Boigny et les syndicats pour la résolution des crises sur le paiement des heures complémentaires des années académiques 2015-2016 et 2016-2017. Ce bras de fer qui oppose l'administration de l'université Félix Houphouët-Boigny aux enseignants de la CNEC ne laisse pas les étudiants indifférents. Ça fait au moins 1 mois que nous n'allons pas à l'école. Et cela, étant étudiants, nous avons des diplômes à acquérir ici à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et nous demandons au président Abou Karamoko d'essayer de voir la situation de nos enseignants afin que nous, étudiants, nous puissions reprendre leurs cours. Un peu à l'école, beaucoup à la maison. Et pour nous, ça ne nous arrange pas. Donc, ensemble, au nom de tous les étudiants de Côte d'Ivoire, on appelle et les enseignants et le président de l'université à une discussion franche pour une sortie de crise vraiment durable. Depuis plus d'1 mois, l'université Félix Houphouët-Boigny traverse une crise qui cause un ralentissement de ses activités. Espérons qu'une solution durable sera trouvée par les 2 parties pour l'avenir de l'école ivoirienne. C'est ce dimanche qu'aura lieu les élections présidentielles au Sénégal. 5 candidats sont en lice, dont le président sortant Macky Sall. Les 5 candidats donc de cette présidentielle ont regagné la ville de Dakar après des moments de campagne à l'intérieur du pays. Au Sénégal, après avoir sillonné le pays pour faire campagne, les candidats à l'élection présidentielle ont regagné Dakar. Le scrutin aura lieu dimanche. Sur 27 candidats au départ, il en reste 5. Arrivé au pouvoir en 2012, le président sortant Macky Sall brigue un second mandat. Celui qui se définit comme un libéral social se félicite de son bilan économique et promet, s'il est élu, un Sénégal émergent en 2035. L'ancien Premier ministre Idrissa Seck apparaît comme un sérieux challenger de Macky Sall. Il faut dire qu'Idrissa Seck est tenace. Candidat malheureux en 2007 et 2012, considéré à plusieurs reprises comme politiquement mort, il est à nouveau dans la course et compte bien prendre sa revanche. Autre candidat dans les starting blocks, le doyen de cette présidentielle, Madické Niang, ancien proche d'Abdoulaye Wade. Celui que ses supporters surnomment Papa ou Tonton fait d'une réduction du coût de la vie l'une des priorités de son programme. Ousmane Sonko est quant à lui le plus jeune candidat de ce scrutin. À 44 ans, cet ancien inspecteur des impôts a fait du patriotisme économique et de la dénonciation de la malgouvernance son credo, son atout. Il séduit la jeunesse sénégalaise. Depuis en 1960 jusqu'à présent, on voit que ce sont les mêmes hommes qui occupent les mêmes places. On connaît toujours les mêmes hommes comme Macky Sall, par exemple,
Mais pourquoi pas un jeune qui est sollicité à soutenir les hommes, les jeunes? Enfin, Issa Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, veut faire de la formation et de l'éducation un levier de développement au Sénégal. Issa Sall est un peu l'invité surprise de cette élection. Contre toute attente, il a recueilli le nombre de parrainages suffisant pour se présenter, contrairement à d'autres pourtant bien plus connus et solides politiquement. Il est un homme neuf et on pense qu'avec lui, le pays pourra se développer parce que on est fatigué avec les présidents là, que ce soit Macky Sall ou d'autres présidents. Il est temps pour qu'on ait un président qui pourra développer le Sénégal. Le Sénégal fait figure de modèle démocratique en Afrique, mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de désinformation et de violence. Cette année n'a pas fait exception. Le scrutin de dimanche se déroulera sous haute surveillance. Nicolas Maduro a annoncé ce jeudi la fermeture de la frontière terrestre entre son pays et le Brésil. Il menace également d'en faire pareil avec la Colombie, alors que son opposant Juan Guaidó s'y rend afin de faire entrer de l'aide humanitaire. Des menaces mises à exécution. Nicolas Maduro le sait, samedi, le monde aura une nouvelle fois les yeux rivés sur son pays. En cause, la fin de l'ultimatum fixé par l'opposant Juan Guaidó pour faire entrer l'aide humanitaire américaine dans le pays. Le président autoproclamé du Venezuela a pris la direction de la frontière colombienne, suivi par un convoi de députés. Un parcours de 900 km, déjà ralenti par des barrages et une bousculade avec des soldats vénézuéliens. Sur la frontière, c'est le bras de fer. Des dizaines de tonnes de vivres et de médicaments sont stockés à Cúcuta, côté colombien. Mais l'armée vénézuélienne fait bloc. Pour Nicolas Maduro, l'aide humanitaire est un enjeu géopolitique. Pas question de faire entrer les colis envoyés par Washington. Les opposants au régime restent, eux, déterminés. Des vivres et des médicaments arrivés jeudi sont toujours stockés sur l'île néerlandaise de Curaçao. Il avait revendiqué les attentats du 13 novembre 2015 à Paris au nom de l'organisation État islamique. Dans une vidéo, le djihadiste français Fabien Clem a été donc tué en Syrie par une bombe. Il était un vétéran du djihadisme, un pilier de la propagande francophone de l'organisation État islamique et considéré comme le français parmi les plus élevés dans la hiérarchie du groupe. Fabien Clem a été tué le 20 février en Syrie par une frappe de la coalition dans les Hamburgs de la ville Bagdad, selon les informations recueillies. Son frère cadet Jean-Michel a été grièvement blessé. Ce Toulousien d'origine réunionnaise converti à l'islam dans les années 90 apparaît dans les radars des renseignements français dès 2001. Frère Oumar, comme il se faisait appeler, et son frère serait radicalisé au début des années 2000. Il appartenait alors à un groupe de jeunes salafistes radicaux qui fréquentaient la salle de prière de Bellefontaine à Toulouse jusqu'en 2005. En 2009, Fabien Clem a été condamné 5 ans de prison aux côtés d'un autre djihadiste français, Thomas Barnouet. En septembre 2017, un djihadiste toulousain de retour dans la zone syrienne, Jonathan Gueffroy, avait affirmé devant des policiers que Fabien Clem avait une position importante dans l'État islamique et était donc dans le domaine de la transmission d'informations. Traqués par les renseignements français, les deux hommes demeuraient introuvables, mais les autorités restaient convaincus qu'ils se trouvaient toujours en Syrie. Ils ont finalement été repérés dans la région de Bagdad, retranchés dans le dernier bastion de l'État islamique. Les ministres européens du commerce se retrouvent à Bucarest pour une première discussion politique sur l'ouverture de négociations en vue d'un accord commercial limité avec les États-Unis. On suit ensemble cet élément. Une réunion informelle des ministres du commerce de l'Union européenne se tient à Bucarest. Durant cette réunion, les ministres feront le point sur les efforts engagés par l'Union européenne pour réformer l'Organisation mondiale du commerce OMC. Le secrétaire d'État français lui réaffirmera l'engagement de la France en faveur d'un système commercial ouvert et multilatéral fondé sur les règles. Il rappellera le plein soutien de la France aux pistes que l'Union européenne a proposées pour la modernisation de l'organisation de ses règles et de son organe de règlement des différends. Les ministres feront également un état des lieux des négociations commerciales bilatérales en cours.
Les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont officiellement proposé le breakdance, l'escalade, le surf et le skateboard comme sport invité au programme. Également, les sites olympiques des Jeux Olympiques d'été en 2024 ont été officiellement dévoilés. On suit ensemble cet élément. Un siècle après les premiers Jeux de Paris, 15 000 athlètes sont attendus dans la capitale pour les JO et les Paralympiques de 2024. Le Stade de France, situé à Saint-Denis, près de Paris, accueillera les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux, ainsi que les épreuves reines de l'athlétisme. Un des atouts de Paris 2024, seuls 2 sites de compétition permanents sur 36 sont à construire, le centre aquatique pour les épreuves de natation et le Paris Arena 2 pour le badminton. Au pied de la Tour Eiffel se dérouleront les épreuves de natation à eau vive, le marathon. Au Grand Palais, l'escrime et le taekwondo. Et sur l'esplanade des Invalides, le tir à l'arc. Le stade Roland-Garros abritera les épreuves de tennis, après d'importants travaux d'extension et de modernisation du site, ainsi que celles de la boxe. À l'extérieur de Paris, les épreuves de sport équestre se dérouleront à Versailles. Le stade Yves du Manoir à Colombes, seul vestige des JO de 1924, hébergera les épreuves de hockey. Le tournoi olympique de football sera réparti sur 9 stades en France et c'est dans la rade de Marseille qu'auront lieu des épreuves de voile. Le village olympique, construit pour l'occasion aux portes de Paris, sera à moins de 30 minutes des sites de compétition de 85% des athlètes. Le village des médias sera bâti au Bourget. À l'issue des Jeux, les 2 villages seront transformés en 4500 logements. Les JO auront lieu du 2 au 18 août et les Paralympiques du 4 au 15 septembre 2024. La première sonde israélienne à destination de la Lune a été donc entamée. Son périple vers la Lune où elle doit arriver dans 7 semaines pour tenter donc de faire d'Israël le 4e pays a réussi un hallucinage. Lancée depuis Cap Canaveral via une fusée de la firme américaine SpaceX, la capsule spatiale israélienne met le cap sur la Lune. Financé par des fonds privés, le développement de Bereshit, Genèse, en hébreu, a duré 7 ans et coûté environ 95 millions de dollars. Petit et léger, le lander devra économiser le carburant pendant son voyage d'environ 2 mois. Il va profiter de la force de gravité en réalisant 3 orbites autour de la Terre, puis 2 autres orbites autour de la Lune seront nécessaires pour freiner et se poser à l'endroit prévu. Bereshit va déposer sur la Lune une capsule temporelle censée constituer un témoignage destiné aux générations futures, dessins d'enfants, chansons israéliennes, souvenirs de rescapés de la Shoah. Chargé d'étudier le champ magnétique lunaire, Bereshit doit permettre à Israël de devenir le 4e pays à allunir après la Russie, les États-Unis et la Chine. En Finlande, sur la mer Baltique, un monstre d'acier au gaz naturel pour fendre la glace. La mer Baltique est l'une des mers de la planète la plus polluée. Ce navire, le Polaris, plus qu'un simple navire, il participe à l'essor de la région. On en sait plus dans ce reportage. Malgré les tempêtes et le froid extrême, les cargos doivent relier les ports de la Laponie finlandaise au reste de l'Europe. Une mission impossible sans les brise-glaces. Le Polaris est le dernier né de la flotte finlandaise et ses propulseurs dernier cri lui permettent de dévorer jusqu'à 2 mètres d'épaisseur de banquise. Naviguant sur l'une des mers les plus polluées de la planète, ce colosse de 10 000 tonnes se veut également respectueux de l'environnement. Nous ne rejetons rien dans la mer comme l'eau des douches ou l'eau usée. Nous ramenons tout sur la terre ferme. Et les hélices utilisent de la graisse biodégradable. Nous ne laissons rien dans la mer et le gaz naturel liquide est le combustible le plus propre que l'on puisse utiliser. Premier escorteur à briser la glace grâce au gaz naturel, le Polaris émet principalement de la vapeur d'eau et du CO2, en faible quantité par rapport au diesel. Une nouvelle technique, le soûtage, permet également aux navires de 110 mètres de long de se ravitailler directement au robinet d'un terminal de stockage de gaz naturel, inauguré il y a 15 mois dans le nord du pays. La Finlande est le seul pays au monde où tous les ports gèlent chaque année et sa flotte de 9 brise-glaces est donc vitale pour assurer la continuité des importations et exportations en hiver. À bord du Polaris, chaque membre d'équipage travaille en moyenne 12 heures par jour
pour dégager l'une des principales autoroutes maritimes du monde. En fait, les officiers n'ont pas besoin de sortir beaucoup, mais je m'aventure parfois juste pour m'amuser, pour renifler l'air et voir ce qui se passe. En ce moment, on est au milieu de l'hiver et il fait -20. Un sauna permet de rendre les 20 jours consécutifs passés en mer plus agréables, mais l'hiver s'annonce long sur le Polaris. La 5G, qu'est-ce que c'est? La 5e génération de technologie, réseau mobile conçu pour répondre donc à une très grande croissance des données et à la connectivité de la société moderne. La 5G sera donc l'un des principaux thèmes du Mobile World Congress 2019 qui se tiendra donc du côté de Barcelone les 25 et les 28 février prochains. La 5G, pour 5e génération de standard pour réseau mobile, constitue une révolution technologique. Elle devrait largement impacter nos vies, nous faisant basculer dans l'ère des objets connectés. Alors que la 4G est basée sur l'utilisation d'ondes plus longues, la 5G utilise les ondes millimétriques, des super hautes fréquences théoriquement capables de multiplier le débit par 20. Résultat, plus de zone tampon en regardant une vidéo dont le téléchargement ne prendra plus que quelques secondes pour un fichier d'1 gigaoctet contre plusieurs minutes en 4G. Car la promesse de la 5G, c'est la quasi-disparition de la latence, le temps nécessaire au réseau pour répondre à une requête. Cela va permettre le développement de l'e-santé, la connexion des villes en matière de ramassage de déchets par exemple, la généralisation des véhicules autonomes et connectés ou la numérisation des usines. Avec la 5G, le volume des informations va exploser, rendant la question de la sécurité essentielle. D'autant que l'architecture du réseau 5G est plus difficile à protéger que celui de son prédécesseur. Les ondes millimétriques étant de portée et de pénétration limitées, le réseau va nécessiter de nombreux relais. Des antennes qui vont cibler chaque usager grâce à des cellules spéciales qui peuvent le suivre dans ses moindres déplacements. Pour bénéficier de la 5G, il faudra s'équiper de routeurs ou de mobiles compatibles 5G. Sony Pictures vient de dévoiler la nouvelle bande d'annonce teaser du film d'animation The Hungry Birds Movies 2, la suite du succès de 2016. Dans ce nouvel opus, la chicane entre les oiseaux fâchés et les cochons verts atteint un nouveau sommet. On suit ensemble la bande annonce de ce film d'animation. Dans tout groupe civilisé, il y a un paria. Dès son plus jeune âge, le paria a du mal à s'intégrer. Il peut parfois se sentir invisible. Et souvent, il peine à se faire des amis. Mais malgré toutes ces difficultés, le paria persiste à vouloir tisser des liens. Cochon, salutations de mon monde. C'est monstrueux. C'est quoi un cochon? Qu'est-ce que c'est? Garde! Il y a un oiseau rouge dans nos murs. Ramenez-le-moi. Non, pas à l'intérieur des murs, dans le salon. Un peu de sérieux, les gars. C'était pas vrai! Jack, c'est le palais de l'horreur. Parlons toujours de films. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, commence très prochainement. La cérémonie d'ouverture est donc prévue pour ce 23 février. Un programme très alléchant pour célébrer donc le 7e art. Cette année, le thème retenu est mémoire et avenir des cinémas africains. Environ 5500 professionnels des métiers du cinéma sont attendus et également 20 000 spectateurs également sont attendus dans la capitale burkinabé. On suit ensemble la bande-annonce de ce festival. 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Sous le très haut patronage de M. Rochma Christian Kaboré, président du FASO, Ouagadougou a accueilli du 23 février au 2 mars 2019 la Biennale du cinéma africain sous le thème « Mémoire et avenir des cinémas africains ».
Cette 26e édition, qui marque les 50 ans du FESPACO, aura pour principale activité compétition de films, invités spéciaux, colloques, marché africain, nuit musicale et spécial cinquantenaire sélection spéciale de films, rétrospective des films étalons de Yenenga et édition du livre spécial cinquantenaire. Au programme, 23 février à 16h au stade municipal, cérémonie officielle d'ouverture. 24 février à 10h, place de la Nation, ouverture du marché du film Mika. 24 février de 16h à 19h au Ciné Burkina, cérémonie d'ouverture professionnelle. 2 mars 2019 à 16h au Palais des Sports, cérémonie officielle de clôture. Pays invité d'honneur, le Rwanda. Le FESPACO 2019, un grand rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce journal sur First TV Africa, mais également sur firsttvafrica.tv. L'information et l'actualité internationale continuent.